Un jour, en se promenant, on lève la tête et l'on aperçoit une plaque commémorative, mémoire de marbre. Bouleversé, on décide de s'intéresser à la question, de parler de tous ces héros, mais d'un coup, tout se complique. Nos villes sont des livres ouverts où peuvent se lire les récits, en particulier des combats qui créèrent nos libertés. À Lyon, 200 plaques commémoratives rappellent que des combattants de toutes origines ont perdu leur vie pour défendre la nôtre, à tel coin de rue assassinés par les nazis, fusillés par les fascistes de l'époque, déportés, humiliés, oubliés. Oubliés surtout par la République qui, en n'entretenant pas ce patrimoine, en ne le rendant pas attractif, le laisse se fondre dans le paysage progressivement vert de gris de notre quotidien. Ainsi, la ville devient illisible et le déficit de citoyenneté s'installe. Le problème des plaques, c'est souvent, ce sont les amitiés agissantes qui ont fait mettre les plaques, mais beaucoup de plaques n'ont pas été mises parce que personne n'a rien demandé. Mais, alors quelquefois on me dit, mais un tel est connu parce qu'il y a une plaque ou un nom de rue, mais il faut bien savoir qu'en cette matière, ce sont les amitiés agissantes qui font les plaques ou les noms de rue. Les derniers témoins de cette époque vont disparaître les uns après les autres et qu'on va rentrer effectivement dans ce qui va devenir une histoire banalisée. Ouais. Qu'il est déjà, vous l'avez dit d'ailleurs, très souvent, trop souvent, hein, mais qui va le devenir complètement puisqu'il n'y aura plus le témoignage direct de ceux qui l'ont vécu. Et là, je pense qu'il est très important qu'on fasse effectivement vivre, sinon vivre ce qui s'est passé et en particulier le sacrifice, enfin le fait qu'on doit au sacrifice d'un petit nombre d'être libre et de vivre comme nous vivons aujourd'hui. Nous, on devrait aussi quelque part avoir ce courage de mémoire vis-à-vis des résistants qui sont tombés dans les rues de Lyon, parce qu'ils sont tombés souvent les armes à la main et qu'ils étaient peu, très peu. Ces gars qui sont morts, et dont pour lesquels il y a les plaques ou il n'y a pas les plaques, ils étaient très jeunes. Et que moi, je voyais plus ça, si vous voulez, comme pas un appel aux jeunes, mais parce qu'il n'y a pas de quoi se battre de la même façon, mais montrer qu'on pouvait se battre et que c'est pas pour autant qu'on était des soldats. On n'était pas des soldats comme les gars qui vous sont enfin ils ne sont pas encore tous à faire en Irak, et qui expliquent que c'est un bon coup, j'ai jamais été dans ces pays-là, enfin c'est ça, quoi. Pour certains, l'oubli serait aussi politique. En ignorant parfois le rôle des apatrides et de la main-d'œuvre immigrée,
Nous avons éludé dès cette époque le débat sur la citoyenneté, le droit du sol et le droit du sang que l'on voit ressurgir aujourd'hui. Si on avait mis en valeur les occupations, les valeurs, les mérites de ces résistants des FTP, de la main-d'œuvre immigrée, peut-être qu'ils auraient trouvé là une manière d'identification et de dire qu'un pays, c'est aussi ceux qui le construisent ensemble et ceux qui mènent des combats difficiles ensemble. Pour les enfants du baby-boom, la France fut libérée par une courageuse résistance intérieure, uniforme et inodore, sous les ordres d'un seul général. Les survivants ont accepté cette version, tous victimes du syndrome qui atteint les peuples à la sortie d'une guerre, la volonté d'oublier la pratique inconsciente de l'omerta. Je pense qu'avec nos enfants, personne, enfin, nous n'en avons pas parlé. Parce qu'avec ces enfants, d'abord on vit, on agit, on a des choses à faire. On ne se raconte pas, les parents ne se racontent pas à leurs enfants. Mais avec nos petits-enfants, c'est différent. On a le temps, ils aiment les histoires. Si on le veut bien, on peut se raconter. Et en se racontant, on raconte la grande histoire. À travers la petite histoire, on atteint la grande aussi. On a voulu surtout ne plus en entendre parler. Et je le sais bien, puisqu'appartenant à une famille de déportés, dont certains sont revenus, le frère de ma mère est revenu, et puis j'ai de ce fait connu un certain nombre de déportés, ils n'ont soit pas voulu ou pas osé en parler. Je dois dire que les plaques, c'est très difficile, parce qu'il y a des plaques qui ont été posées, souvent même par la famille elle-même. Il y a des plaques qui sont apposées ou qui ne sont pas faites par la ville, mais qui sont pas apposées par la ville, mais par la régie de l'immeuble. Il y a un tas de personnes qui rentrent en ligne, et pour lesquelles, c'est pour cette raison que j'ai demandé à tous les maires d'arrondissement de me recenser dans l'arrondissement les plaques qui existent. En fonction de cela, à nous, Ville de Lyon, de voir ce qui appartient à la ville ou ce qui ressort des gens du domaine privé. Le Veilleur de Pierre, pour moi, c'est un lieu bouleversant. C'est un lieu symbolique aussi, parce que, par un hasard extraordinaire, les Allemands, après l'attentat du Moulin à Vent, ils ont fait sauter le café du Moulin à Vent, et le lendemain, on annonçait dans le journal qu'on avait trouvé les coupables. C'était absolument faux, puisqu'ils étaient allés les chercher au Fort Montluc. Mais je pense que c'est un hasard, par un hasard extraordinaire. Ils ont ramassé un officier de l'armée secrète, c'était Chambonnet, un étudiant catholique, c'était Gilbert Dru, un ouvrier qui faisait partie de la JOC, de la jeunesse ouvrière catholique, c'était Francis Chirat, Pfeffer, qui était juif et communiste, et Bernard, dont on ne sait pas grand-chose, l'inconnu de service. Et ces hommes représentent, je trouve, les classes sociales de la France, les idéologies différentes, les religions, et je trouve que c'est par un hasard extraordinaire qu'ils ont été regroupés là. C'est pourquoi, pour les Lyonnais, c'est vraiment un lieu symbolique de l'attitude des Lyonnais, enfin de beaucoup de Lyonnais, de certains Lyonnais pendant la guerre, de leur attitude de résistance. Et puis j'aime beaucoup la phrase qui est écrite au fond: « Passant va dire au monde qu'ils sont morts pour la liberté ». Et il faudrait le redire souvent, ça. Une des plus belles figures, c'est Jeannine Sontag, qui était née en 1926 et qui a été fusillée à Saint-Gilles-Laval. Jeannine Sontag a été arrêtée en août 1944 au cours d'une opération contre un garage dans le 3e arrondissement. Elle a été affreusement torturée et fusillée avec 120 martyrs à Saint-Gilles-Laval le 20 août 1944, c'est-à-dire une dizaine de jours avant la libération de Lyon. Je faisais partie des Forces Unies de la jeunesse. Des camarades qui étaient mes chefs, enfin ils avaient un rôle le plus important, ils faisaient partie de l'état-major. Plusieurs de mes camarades ont été arrêtés là, probablement sur une dénonciation, mais on ne sait pas bien la réalité, enfin moi en tout cas je ne la sais pas. Et ils ont été interrogés, torturés et fusillés 3 jours après. Il y avait là Hugues Barange, qui était répétiteur au lycée Lalande à Bourg. Il y avait Henri Debiez, qui était étudiant à l'école centrale de Grenoble, Henri Denis, qui venait d'être docteur en droit, Pierre-Georges Poncet, étudiant en philosophie, et Pierre Toesca, qui était aussi étudiant en philosophie.
Et c'est des garçons qui sont morts à 20 ans, 22 ans, 24 ans. Et ils ont manqué à leur génération. Tous ces garçons qui ont été là, fusillés, ou ceux qui sont morts en déportation aussi d'ailleurs. Berton habitait la Croix-Rousse. Il était au brigade internationale. Il est rentré, il a participé à la résistance à Lyon, puis à Paris. Et là, il s'est marié et je crois qu'il avait un petit enfant. Enfin, je veux dire que c'est pas des gens qui étaient voués à l'héroïsme. Ils savaient les risques, mais ils avaient une vie personnelle, une vie comme peut l'avoir l'un de ceux qui y réfléchit. René Lénaud était un journaliste du Progrès, un garçon très très doué qui écrivait des poèmes. Et il a été arrêté, blessé au moment de son arrestation. Et puis il a été fusillé à Villeneuve dans l'Ain. C'était un garçon qui était connu des poètes et des écrivains de l'époque. Il a abrité Albert Camus chez lui. Et la rue il habitait rue Vieille-Monnaie, qui porte maintenant son nom. La même rue que Eugène Pons, n'est-ce pas? Eugène Pons, qui était imprimeur et qui a imprimé Témoignages chrétiens et puis beaucoup d'autres. Les nazis étaient passés, ils n'avaient rien trouvé. Et puis, ils demandent les papiers et il y avait un de ces ouvriers qui était alsacien. Alors, ils ont voulu l'emmener. Et Eugène Pons l'a défendu. Et du coup, ils ont emmené Eugène Pons en même temps. Donc, c'est par une espèce de solidarité, de fraternité qu'il a perdu la vie. Quand on voit par exemple rue Sainte-Hélène, le souvenir de Marguerite Flavien, qui en fait a été arrêtée, qui était une professeure communiste, qui a payé son engagement parce qu'elle a été révoquée de ce qu'on appelait à ce moment-là l'instruction publique et non pas l'éducation nationale. Peu de temps après son arrivée à Lyon pour agir dans la FTP, elle a été arrêtée par la milice, fortement torturée par la milice, et on pense défenestrée des locaux de la milice. Vous avez aussi une plaque à la mémoire d'Antoine Fonleups, qui était un jeune communiste à l'angle de la place des Terreaux et de la rue Pugaillot. Il a été assassiné par les Allemands à cet endroit-là. Ça mériterait plus d'explications, et pour d'autres tout autant. J'ai été contacté il y a 2 ans par une personne qui habitait à côté, qui voulait absolument savoir l'histoire de là, et qui, au bout de 2 ans de recherche, en tirant toutes les sonnettes, a fini par retrouver sa famille, qui d'ailleurs ne veut absolument pas en parler. Parce que son frère a été arrêté aussi, et il y a un blocage, je crois, il y a un blocage total sur cette période, ce qui est d'ailleurs son droit. Mais même en cherchant bien, généralement, c'est très difficile de retrouver le parcours des uns et des autres. Et je pense quand même que l'utilité d'une plaque, c'est non seulement de rappeler un sacrifice, mais aussi de donner les raisons de ce sacrifice. Je vais bientôt quitter ma petite vie de 21 ans pour que les enfants de France soient libres et heureux. La mort ne me fait pas peur. Et pourtant, je fais cette chose affreuse de te quitter, c'est qu'il n'y a pas que nous et notre amour au monde, après quoi je n'ai cru qu'à une chose, et c'est pour elle que je meurs. Le peuple juif dans son ensemble a été persécuté, martyrisé, et a fait cause commune contre ce martyr et pour la mémoire. Ils n'ont pas collaboré, eux. Alors que les fameux laïcs républicains, ils avaient peut-être beaucoup à se faire reprocher, eux. Il y a une cohérence, qu'on va dire, de communautaire ou de diaspora. La communauté juive étant une communauté minoritaire, je crois que c'était de l'ordre de 700 000 hein, à cette époque-là. Ouais. C'est donc une minorité cohérente qui est obligée qui se sentait obligée de travailler sur un certain nombre de valeurs partagées pour pouvoir exister en tant que groupe. Même si, à la veille de la Première Guerre mondiale, la plupart des Juifs installés en France n'en avaient strictement rien à foutre de leur judaïté. C'est venu beaucoup plus tard, notamment c'est venu avec
la connaissance réelle et grand public des phénomènes de la Shoah. Mais il y avait une cohérence de survie de groupe qui ne pouvait pas exister dans l'ensemble de la société française traditionnelle, de souche ancienne et tout ce qui s'ensuit, parce que cette collectivité nationale, elle était forcément éclatée. Il ne faut pas remonter très loin, il n'y a pas très loin dans les temps pour retrouver les oppositions entre protestants et catholiques et toutes ces choses-là. Donc il faut regarder à l'échelle du temps les choses. Le livre essentiel, pour rompre avec ça, c'était le livre de Sartre, Réflexion sur la question juive. En 1946, Sartre écrit dans les Lettres françaises un article où il cite les victimes, et lui, il cite les juifs. Mais il cite les juifs, et il reçoit une avalanche de lettres le remerciant du fait qu'il a cité les juifs. Et il s'étonne. Il se dit, pourquoi les gens sont si reconnaissants? Et en fait, parce que personne n'en parlait. En 1946. C'est pas uniquement les Juifs. Vous avez chez les Arméniens, c'est exactement la même chose. J'ai l'occasion de rencontrer aussi les Arméniens dans les manifestations auxquelles je vais. Pour moi, j'ai l'impression de vivre la même chose que dans la communauté juive. La même douleur, le même problème de mémoire. Lyon était la capitale de la résistance de par des faits d'armes et Jean Moulin, mais la capitale de la collaboration parce qu'il a fait bon vivre pour les collaborateurs à Lyon, qu'ils soient des institutions, de l'Église, en passant par les Touviers, les Barbie, les miliciens, André et autres. Pétain avait sa claque, avait ses fans, si l'on peut dire, d'une façon très simple, et c'était une bonne part du public lyonnais. Les grandes familles lyonnaises sont pas restées en demi-teinte, elles ont pris parti, elles étaient pour la poursuite des affaires tout simplement, et puis pour une France qui sortait de 36, c'est-à-dire qu'il y a eu des règlements de compte, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire 36, l'arrivée du Front populaire, les gens ont eu peur, quoi. Les gens ont eu peur. Il y avait Berlier qui lui a collaboré, il ne faut pas oublier. Il y avait les frères Lumière qui ont eu ici leur part de... on va qualifier ça d'erreur gentiment, mais les miliciens ont fait beaucoup d'exactions, c'est-à-dire qu'ils allaient chercher le soir chez eux des notables, comme mettons Victor Bache, il l'assassinait lâchement, le docteur Long à Montchat. La France est un pays rural, qui mentalement, elle était restée rurale et de commerçants. La grande industrie, c'était l'Allemagne et l'Angleterre. Et si la crise, la fameuse crise de 1929, nous a atteint plus tard que les autres, plus tard, c'est 2 ou 3 ans après, c'est parce que notre appareil industriel n'était pas assez développé. Il y a un homme qui s'appelle Ambroise Courtois, bien entendu. Cette petite place que tout le monde voudrait appeler la place des Frères Lumière, je pense que cette place a toute sa raison d'être de s'appeler comme ça et de le rester. D'autant plus que sur son épitaphe, sur son monument, on lit tout simplement conseiller municipal assassiné pendant l'occupation allemande. Et là, toute la duplicité de ce propos, et on le retrouve dans le parcours des pierres, toute la duplicité de ce propos, c'est de faire passer la plupart des assassinats pour une conséquence de l'autorité allemande. Alors qu'en réalité, Ambroise Courtois a été assassiné par la milice française, par des Français. Et ça, il est bon de le dire parce que ça fait partie aussi de cette ambiguïté de Lyon, capitale de résistance, ou capitale de la collaboration. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les grands résistants sont morts en 1944, que ce soit Delstrin, que ce soit Jean Moulin. Par contre, les collaborateurs tels que Touvier, ils sont morts en cellule, mais dans les années 80-90. Il y a eu le procès à Lyon, Barbie aussi. Il manque de compétences pour reconstituer une république et l'encadrer, lui fournir son administration, sa haute administration. Et la seule alternative pour échapper à la menace américaine de prendre directement la France en gérance, comme l'Italie d'ailleurs à l'époque, c'est de trouver des hauts fonctionnaires capables d'occuper les grands postes de l'État. Ces hauts fonctionnaires, c'est soit les seuls qui sont organisés, c'est le Parti communiste. L'autre alternative, eh bien, c'est d'aller puiser dans l'hôtel des Bains à Vichy, c'est-à-dire tout ce qui a collaboré avec plus ou moins de zèle, mais de toute façon tout ce qui a collaboré. À ce moment-là, il en retrouve des collaborateurs. Des collaborateurs qui ont un entraînement dans la gestion de l'État puisqu'ils viennent de la gérer pendant 4 ans. Donc ils ont toutes les compétences. Tout d'un coup, leurs condamnations sont amnistiées. Et puis surtout, il y a
un phénomène extrêmement gênant, on va dire une sorte de syndrome Charles Martel quoi, de la France. Donc il n'est pas jeune du tout. C'est-à-dire que ceux qui, d'une certaine manière, ont beaucoup participé en se battant dans l'ombre et avec, dans un anonymat absolu jusqu'à ce qu'on voit leur tête sur les affiches diffusées par l'occupant et le gouvernement de Vichy, l'affiche rouge et compagnie, ces gens-là sont des étrangers, des incontrôlables, qui parlent avec des accents curieux et qui ont qu'un truc, une obsession, c'est de se battre contre le nazisme. Ils l'ont fait en France, avant ils l'avaient fait pour beaucoup en Espagne, ils le font, là où le nazisme qui est considéré comme l'ennemi, on les bat. Sauf que ces gens, c'est des étrangers, et c'est visiblement et physiquement des étrangers. Ils ont des têtes qui ne sont pas d'ici, ils ont des accents qui ne sont pas d'ici. Et ça, pour une France qui a besoin de se reconstruire, pour une France qu'il faut qu'elle se dessine un destin économique, un destin politique et un destin historique. Donc on va commencer à remaquiller l'histoire en gommant ces côtés les moins photogéniques, et les côtés les moins photogéniques, à tous les sens du terme, au sens physique et au sens historique, eh ben, c'est de minimiser le rôle d'une partie de la résistance, celle qui ne siège pas à l'Assemblée nationale, d'abord parce qu'elle n'est pas de nationalité française, et de maximaliser en créant des fausses légendes sur les collabos recyclés à l'intérieur des gouvernements de l'après-guerre. C'est très difficile, quand les gens qui ont agi sont encore en vie, c'est parfois difficile de gratter pour saisir la vérité. Par exemple, moi je pense qu'en France, on ne parle jamais de la milice. La milice, c'était des Français. Nous, on a une histoire qu'il faut reconnaître et qu'on n'a pas encore tout à fait reconnue, je crois. Moi, je dis aux élèves que la liberté, c'est un combat de toute la vie. Et que souvent, on ne voit pas arriver le dictateur intelligent, il arrive sur des pattes de velours. Et quand on s'en aperçoit, c'est trop tard, parce que la toile d'araignée policière est installée sur le pays. Donc je pense qu'il faut être vigilant. Et moi je leur dis que la liberté c'est un combat de toute la vie, et c'est un combat qu'on ne fait pas tout seul. Elle demande vigilance, la liberté, et en plus, elle demande que la justice soit respectée. Et ça, je crois que c'est vrai, qu'il faut défendre la liberté, même de ceux que nous n'aimons pas. Depuis 20 ans, entre l'exemplaire procès Barbie et le très embarrassant procès Papon, le travail sur la mémoire collective se met timidement en place malgré les omissions. Cependant, nous semblons abandonner le terrain aux défenseurs du retour sur soi, comme si la diabolisation ou la négation de l'autre pouvait accoucher d'un siècle radieux. Le maréchal Pétain, très calme, s'avance lentement. Il porte le képi rouge et noir à feuilles de chêne. Le manteau kaki, sans étoile ni décoration, souligne la gravité de son visage. La mémoire est d'abord beaucoup plus collective. Le souvenir est beaucoup plus subjectif et beaucoup plus fuyant d'ailleurs. La mémoire se constitue. Les souvenirs ne se constituent pas. Il y a un côté très aigu dans le souvenir. On est dans une mémoire, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on peut vous constituer une mémoire. Et effectivement, c'est plus lourd. Mais le souvenir me paraît plus... Je sais pas, chez Proust, c'est des souvenirs. Bon, mais c'est très aigu. Finalement, ça constitue un passé. Et ça constitue pas seulement un passé, mais ça constitue des signes aussi pour l'avenir. Il y a un très grand nombre de signes. Deleuze a écrit une très belle chose dessus. Et chez Proust, qui sont relatifs à du passé, mais qui interpellent l'avenir, qui interpellent le présent, moi. La mémoire, j'aimerais bien la rapprocher de l'histoire. C'est-à-dire que la mémoire est au passé et l'histoire aussi est au passé. Et Sartre pose l'histoire à l'époque. Et l'époque, c'est au contraire ce qui se fait, ce qui se développe, ce qui se contredit, etc. Et il dit c'est avec des époques mortes qu'on fait l'histoire. Aussi bien Sartre que Deleuze, dans leur analyse de Proust, ils parlent de signes et pas de mémoire. Donc il y a des choses qui interpellent, et qui interpellent au présent, mais c'est pas ce retour à la mémoire qui quelquefois est un peu pesant. Enfin, moi je pense que la mémoire c'est très bien, mais
qu'il faut pas s'enfermer dedans parce que ça donne une bonne conscience et pendant ce temps-là, on laisse faire les choses au présent. La mémoire, c'est très bien, mais qu'il faut pas s'enfermer dedans parce que ça donne une bonne conscience et pendant ce temps-là, on laisse faire les choses au présent.